Bien, donc l'objet de mon exposé va porter sur l'application des accumulateurs et des piles à combustible pour le réseau électrique, et puis je toucherai un léger mot sur la partie gazière. Alors, mon exposé va se décliner en 5 parties. Tout d'abord, je ferai un bref rappel sur la structure des réseaux électriques et le mode de fonctionnement du système électrique. Une deuxième partie qui va être sur les facteurs de développement du stockage donc de l'énergie par batterie sur les réseaux électriques. Et puis après, 2 inventaires avec 2 angles d'attaque différents. Le premier au travers des technologies électrochimiques et le deuxième au travers des applications. Donc il y aura certains recoupements, mais ça permet de mieux illustrer finalement les applications potentielles. Je terminerai sur quelques éléments économiques, notamment sur les batteries. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du système électrique, il faut savoir qu'on est sur un mode de fonctionnement où on est vraiment du producteur au consommateur, donc avec de grands ouvrages de production. Donc historiquement, c'est la houille blanche, hein, avec donc, les centrales hydrauliques, puis des centrales thermiques et de la production nucléaire, donc qui délivre sur un réseau de transport de 400 000 volts, donc ici, qui fait environ 100 000 km, et qui alimente ensuite ce qu'on appelle des postes sources, qui vont transformer l'énergie donc à très haute tension en moyenne tension, donc pour arriver environ aux alentours de la tension du réseau de distribution, qui est à 20 000 volts. Et puis après, des postes de transformation publics, vous avez soit en haut de poteau, soit dans des shelters dans votre quartier, qui après vous amène l'électricité directement chez vous, donc environ 33 millions de clients raccordés en France. Donc on est dans un système où l'énergie est descendante, sauf lorsque l'on fait du turbinage-pompage, j'y reviendrai rapidement sur certains ouvrages hydrauliques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du producteur au consommateur, le rendement énergétique est de 94% entre l'électron qui sort de la centrale et l'électron que vous consommez. Donc c'est quelque chose d'extrêmement efficace et efficient, et ce qui justement permet de bénéficier d'une électricité très bon marché. Alors, vous l'avez vu, dans ce genre de dispositif, on est toujours dans un équilibre de l'offre et de la demande qui est assuré à tout instant, donc immédiatement, mais aussi à plus long terme, à l'échelle de plusieurs mois, voire de l'année, notamment sur les périodes de maintenance des centrales. Et celle-ci, cet équilibre offre-demande, finalement, peut se décliner une équation relativement simple qui est finalement de la production décentralisée, plus ou moins du stockage centralisé, donc c'est-à-dire les stations de pompage dans les Alpes, par exemple, doit donc parfaitement compenser de la consommation, les échanges transfrontaliers, donc par exemple avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, et puis de la production décentralisée et de la gestion de la charge. N'oubliez pas qu'en France, on a environ 1 million de ballons d'eau chaude qui sont appelés et qui peuvent donc moduler la charge que l'on a sur le réseau électrique pour avoir l'équilibre offre-demande. Sur cette courbe, on retrouve donc finalement comment cet équilibre offre-demande se construit. Ici en rouge, on a la demande, donc avec une pointe ici du soir qui est assez prononcée tous les jours de la semaine, et puis bien sûr le week-end, une consommation qui est un peu plus basse. La construction finalement de l'appel des centrales se fait toujours par rapport au coût proportionnel qui est le plus bas. Donc ici, on ne tombe pas à zéro, mais en bas, on a ce qu'on appelle le fil de l'eau. Et puis on appelle progressivement les moyens de production qui sont de plus en plus onéreux. Et pour finir finalement, ici sur de l'hydraulique qui a un intérêt, c'est qu'elle est très flexible et donc elle permet de suivre parfaitement la variation de la charge. Le week-end, on peut être amené à finalement pomper sur les steppes pour éviter de baisser trop la charge sur les ouvrages nucléaires. Donc vous voyez que dans ce type de système électrique, l'énergie hydraulique, en fait, sous forme de stockage, est considérable, puisque dans le monde, il y a environ 140 000 MW de puissance installée en steppe. Ici, avec un exemple, c'est la station de Grand Maison, donc, qui fait environ 1700 MW. Et que finalement, les autres moyens de stockage, que sont l'air comprimé avec 2 installations, l'une en Allemagne à Huntorf et une autre dans l'Alabama, où là on comprime de l'air dans des cavités salines, donc il y a un peu moins de 500 MW, et on retrouve ici donc, des batteries donc, de différentes technologies, on y reviendra, avec environ un peu plus de 500 MW installés. Donc une majorité de stockage essentiellement assurée par de l'eau, et puis un tout petit peu par des batteries. Alors,
je pourrais arrêter finalement mon exposé ici et indiquer que finalement, le stockage d'énergie dans les réseaux électriques, il n'y a pas grand-chose à voir, parce que finalement, il y a des moyens beaucoup plus économiques que sont l'énergie hydraulique. Oui, mais en fait, il y a un certain nombre de facteurs nouveaux qui vont pousser finalement à changer cet équilibre des choses qui est installé depuis de nombreuses décennies. Le premier étant qu'il ne nous aura pas échappé qu'il y a une certaine tension sur le prix des combustibles fossiles associés à des problématiques d'indépendance énergétique, la lutte contre l'effet de serre. Donc, ce sont des éléments qui vont changer cet état de fait. Et puis, donc une politique européenne autour des énergies renouvelables, donc avec le fameux 3x20, et l'un des 20 étant de porter la part des énergies renouvelables ENR dans la production d'électricité autour de 20%, et puis un certain nombre d'actions autour du Grenelle de l'environnement, en particulier en France, donc de viser 20% en 2020, dans les DOM, qui sont des territoires qui ont vraiment des sources d'énergie renouvelable importantes, de porter ce taux à 50% en 2020, et puis un certain nombre d'actions lancées soit par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit par la Commission de régulation de l'énergie, pour lancer des dispositifs de grandes fermes solaires ou éoliennes avec des moyens de stockage pour gérer les problématiques que l'on va développer. Alors, comme Jean-Marie l'a indiqué, le développement des ENR n'est plus du tout marginal, en particulier celui du photovoltaïque, puisqu'environ en 2010, il y a environ 7000 MW qui ont été installés dans le monde, et on a des projections de puissance installée tout à fait considérables. En 2030, certains prédisent qu'il y aura environ 300 gigawatts installés. Pour rappel, la puissance installée sur le parc français, c'est 100 000 MW, donc c'est quand même, les chiffres sont quand même astronomiques en termes de prévision de production photovoltaïque. Associé à cela aussi un coût de production de l'énergie photovoltaïque qui va baisser. Alors, dépendant de la zone géographique, par exemple, si on se place dans le sud de l'Italie, donc où il y a beaucoup d'ensoleillement, donc on peut avoir des productions autour de 1800 heures par an, et un prix de l'électricité localement qui est très élevé, qui est autour de 200 € du mégawattheure, on peut avoir effectivement des points de recoupement dans le sud de l'Italie où d'ores et déjà, on peut avoir des débuts de ce qu'on appelle de parité réseau, où finalement l'électricité à midi est moins chère que l'électricité de réseau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera complètement alimenté à ce moment-là par l'électricité photovoltaïque, parce que la nuit, il n'y a pas de soleil, donc il y aura toujours besoin de l'électricité du réseau, mais il y a des périodes de la journée où il va devenir plus économique finalement de produire par soi-même par rapport à ce qui est sur le réseau. Alors en France, on n'en est pas du tout là, puisque d'une part, on a une énergie nucléaire qui est abondante et bon marché, et puis les facteurs de charge, comme on appelle, ne sont pas de 1800 heures, on est plutôt à 1000 heures par an, donc on est plutôt dans une situation où la distance à parcourir est quand même relativement importante. Cela dit, c'est une tendance à long terme, et on se doit quand même de s'y préparer. Alors, le problème qu'on va retrouver maintenant avec cette énergie photovoltaïque sur le réseau, c'est son intermittence. Alors l'intermittence, elle vient essentiellement effectivement de nuages. Alors ça peut être des nuages fractionnés qui vont assez rapidement, ça peut être des nuages de haute altitude qui, là dans le cas de l'île de la Réunion, lorsqu'ils se positionnent sur l'île, génèrent une perte de 50% en l'espace de 10 minutes à 15 minutes de la puissance photovoltaïque. Alors, à titre d'exemple, à midi, sur l'île de la Réunion, on a environ 400 MW. Il y a 100 MW de photovoltaïque installés. Ça veut dire qu'on peut perdre 50 MW d'un coup. Et là, ça commence à poser des sérieux problèmes d'équilibre offre-demande, puisqu'il faut avoir immédiatement des moyens pour compenser cette perte de production. Il y a aussi des moyens que l'on peut mettre en retrait dès que le nuage s'en va et que la puissance revient. Donc ça devient un peu un cauchemar au niveau des dispatchers que de gérer cette intermittence, sachant qu'en plus elle est difficilement prédictible, puisque on n'a pas encore de ministère des nuages qui nous permettrait de dire, voilà, à 13h42 précisément, voilà, le nuage arrive et on s'y prépare. Alors, finalement, dans l'équilibre offre-demande du système électrique, on voit apparaître maintenant des nouveaux termes qui sont des énergies intermittentes centralisées, donc comme des grandes fermes éoliennes que l'on retrouve ici dans le nord de la France ou dans le sud.
et puis des énergies intermittentes réparties, donc plutôt de la production photovoltaïque en toiture. Alors, avec ici, donc, à la fin 2010, environ 1000 MW installés en France. Pour rappel, fin 2009, on était environ à 300 MW, donc c'est un rythme extrêmement soutenu et qui, compte tenu des tarifs de rachat, a poussé l'État à freiner un peu les choses parce que financièrement, tout cela s'emballait un peu rapidement. À noter que dans les territoires d'outre-mer, la puissance photovoltaïque est très importante et que donc, c'est dans ces systèmes-là que l'on va rencontrer les premières difficultés parce qu'il y a beaucoup d'énergie photovoltaïque et deuxièmement parce que ce sont des systèmes iliens non interconnectés, donc plus fragiles. Alors, le réseau, finalement, dans le futur, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un réseau finalement, de transport et de distribution d'électricité? Eh bien, en fait, on va plutôt s'acheminer vers un réseau de circulation, finalement, où les électrons vont pouvoir remonter, finalement, un peu à contre-courant. Et finalement, le stockage d'énergie peut y trouver sa place parce qu'il permet, finalement, de déplacer dans le temps la fourniture d'électricité, comme le réseau la déplace, finalement, dans l'espace. Le stockage d'énergie il est intéressant parce qu'il va permettre, par sa très grande réactivité, de pouvoir absorber ou fournir de la puissance suivant que l'énergie photovoltaïque est présente ou pas. Et puis, il va pouvoir permettre d'apporter des services systèmes au réseau. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a un réseau électrique, finalement, on a des machines qui sont couplées, donc issues des groupes nucléaires ou des groupes hydrauliques, et que on a un certain nombre de machines tournantes, donc avec une énergie cinétique qui est présente. Lorsqu'on a un incident en fait sur le réseau, finalement, on perd un groupe et l'énergie cinétique qui est emmagasinée dans ces systèmes tournants, finalement, va redélivrer instantanément de l'énergie et donc préserver finalement la fréquence. La fréquence est toujours finalement la résultante de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'offres que de demandes, la fréquence monte. S'il y a plus de demandes que d'offres, la fréquence descend. Si on se place dans un système où il n'y a que de l'énergie photovoltaïque et qu'un nuage arrive, comme il n'y a aucune inertie sur le système, la fréquence va tomber brutalement et finalement on va au blackout. Le problème avec l'énergie photovoltaïque, c'est que plus on en met, plus on pousse ce qu'on appelle dans notre jargon la vapeur dehors, c'est-à-dire qu'on doit arrêter des groupes de production classiques qui ont une inertie, et donc finalement on fragilise le système au moindre incident. Donc la question aussi, c'est comment maintenir de l'inertie sur le système électrique, et le stockage peut être une façon finalement de le réaliser, non pas de manière mécanique, comme les arbres tournants, mais de manière chimique. Je vais rentrer donc maintenant dans la troisième partie de mon exposé qui va être maintenant de revenir un peu plus sur les technologies de stockage électrochimique et de commencer à effleurer leurs applications. Alors, pour rappel, sur les très grandes filières, je ne vais pas revenir sur les cours donc déjà qui ont été donnés. C'est tout d'abord des filières où on va avoir une conversion réversible d'énergie électrique en énergie chimique, donc avec les batteries à circulation, les supercapacités. Des systèmes où on va convertir de l'énergie électrique en énergie chimique, donc typiquement un électrolyseur, et puis des systèmes où on va convertir l'énergie chimique en énergie électrique, en l'occurrence les piles à combustible. Alors, pour rappel, une batterie ou un accumulateur, finalement, est constitué de 4 grands composants qu'il faut bien avoir en tête. Tout d'abord, une source d'électrons, donc qui va composer l'électrode négative, un puits d'électrons, donc l'électrode positive, un séparateur pour éviter d'avoir un court-circuit entre ces deux polarités, et finalement un électrolyte qui va assurer la conduction ionique entre ces deux électrodes. Donc ici, dans cet exemple qui est donné, qui est la batterie sodium-soufre, on y reviendra parce qu'elle est souvent utilisée. On a un compartiment ici, compartiment intérieur donc, qui est composé de sodium liquide, et lors de la décharge de la batterie, finalement ce sodium lâche un électron, et l'ion sodium va traverser la céramique conductrice et rejoindre ici le compartiment où il y a du soufre pour former un polysulfure. Lors de la recharge de la batterie, on fait exactement le processus inverse, et donc on recombine finalement le sodium dans son compartiment. Donc on est toujours dans ce principe d'une source, d'un puits et d'un séparateur. Ici, la batterie plomb, identique, où on a à l'électrode positive l'oxyde de plomb qui donne du plomb sulfate, et puis à l'électrode négative, le plomb qui va donner le plomb sulfate lors de la décharge. Alors, lorsqu'on rentre un peu maintenant dans les différentes technologies disponibles de stockage,
La première, c'est en fait la plus ancienne, c'est la batterie plomb-acide qui a été inventée par Gaston Planté à la fin du 19e. C'est une technologie donc, qui est très mature, qui est très utilisée, qui est utilisée dans de nombreuses applications, de démarrage automobile, chariot automoteur. Elle est un peu moins connue dans des applications stationnaires, en particulier sur de l'éolien, ici sur l'île d'Okinawa. Et puis aux États-Unis, donc, sur un système donc, de stockage pour transférer l'énergie de la nuit vers la pointe du soir. Et il y en avait aussi en particulier à Berlin-Ouest, à l'époque du rideau de fer, pour assurer finalement une réserve de puissance s'il y avait un problème sur un groupe, vu que le système de Berlin-Ouest n'était pas connecté sur la partie est. L'intérêt de la technologie plomb-acide aussi, c'est qu'elle est de faible coût et très recyclable, puisqu'on est déjà sur le plomb qui est dans les électrodes de batterie, ce sont des plombs qui ont déjà subi plusieurs fusions. Autre intérêt aussi, c'est donc son rendement qui est relativement élevé, autour de 70%. Les inconvénients de la batterie au plomb, ce sont ses sensibilités aux conditions de fonctionnement, température notamment, la difficulté de pouvoir prédire son état de charge, puisque la tension est très stable en fonction de la capacité qui est délivrée, donc on a un peu de mal, si on n'a pas de jauge ampérométrique, de pouvoir dire finalement quel est le pourcentage d'avancement de la décharge. Et puis le plomb, bien sûr, est une substance cancérigène, mutagène et reprotoxique, donc qui pose quand même quelques difficultés d'un point de vue environnemental. La batterie nickel-cadmium, là aussi une technologie très ancienne, donc qui a été inventée à la fin du 19e siècle. Son avantage, c'est essentiellement sa robustesse et sa longue durée de vie. Elle est très robuste sur des conditions d'exploitation un peu difficiles, des températures un peu froides, des surcharges, des courants un peu forts. Et dans ce cas qui est donné, on est dans un système qui fait 40 MW et qui a été installé sur un départ en antenne à partir de Fairbanks, donc en Alaska. Et l'idée étant de pouvoir fournir pendant 15 minutes 40 MW. 15 minutes, en fait, c'est le temps de démarrer un groupe et de le monter à pleine puissance si la ligne qui alimente la ville en question venait à tomber. Donc il y a des questions de sûreté là, vraiment très importantes, puisque compte tenu des froids polaires, il est vraiment vital que ce système-là puisse se mettre en route instantanément si la ligne tombe entre Fairbanks et la Golden Valley. La batterie sodium-soufre, qui est une technologie beaucoup plus récente, qui a été mise au point il y a environ 10 ans, est très intéressante, notamment parce qu'elle offre de très très grandes durées de vie en cyclage. On est autour de 5000 cycles profonds. Elle met en œuvre des matériaux extrêmement bon marché, du sodium, du soufre, de l'alumine, par contre d'une technologie extrêmement complexe à mettre en œuvre, et ce qui fait que là où il y a de nombreux constructeurs de batteries au plomb et de batteries nickel-cadmium, on n'a qu'un seul industriel dans le monde qui est au Japon, qui maîtrise ce produit. Le rendement énergétique est assez élevé, autour de 80%. En revanche, c'est une batterie chaude qui fonctionne à 300 degrés, et donc il y a des consommations d'auxiliaires qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que lorsque la batterie est en stand-by, elle consomme, et donc on a un rendement apparent qui peut se dégrader. En France, du fait de la présence de sodium et de polysulfure, on est sur des classements avec un arrêté préfectoral, donc on ne peut pas non plus l'installer n'importe où, ce qui peut être une contrainte, je dirais, d'installation. Les batteries lithium-ion. Alors les batteries lithium-ion, vous les connaissez, hein, c'est celles que vous avez dans vos téléphones portables. Donc Jean-Marie a longuement développé cet aspect. C'est une technologie qui est extrêmement intéressante aussi parce qu'elle offre un très grand ratio de flexibilité sur la puissance et l'énergie. C'est-à-dire que lorsqu'on met 1 MW, on peut à volonté dire je mets 100 kWh, 1 MWh ou 10 MWh. Alors qu'avec la batterie sodium-soufre, ce n'est pas vraiment le cas. Lorsqu'on met 1 MW, on a obligatoirement 7 MWh. Les rendements sont exceptionnels, plus de 90%, et les durées de vie aussi très importantes. On peut voir de manière assez commune maintenant des systèmes qui font entre 4000 et 5000 cycles. Les problèmes que l'on retrouve, ce sont essentiellement autour de la sécurité, le coût, qui est important. On est sur des systèmes complets, on est quand même autour de 800 à 900 € du kilowattheure installé. Alors après, il faut diviser bien sûr par le nombre de cycles pour avoir le coût d'usage, mais ces coûts sont en baisse. Et
il y a nécessité de monitorer très fortement les cellules pour bien contrôler l'ensemble des processus de charge et éviter tout incident qui pourrait amener à des conséquences néfastes. Ici, c'est un système qui a été installé au Chili, donc sur une mine de cuivre. Et donc là aussi, c'est une ligne qui part depuis l'Argentine pour alimenter ce site chilien. Et lorsque les machines démarrent, en fait, il y a des appels de puissance extrêmement importants, ce qui oblige finalement d'avoir une ligne qui serait surdimensionnée. Et l'idée, finalement, c'est que la puissance d'appel est fournie par les batteries. Et finalement, ça permet de sous-dimensionner la ligne électrique et donc finalement d'optimiser l'investissement. Les supercapacités. Alors là, on est sur un dispositif où finalement on agglomère des charges, des électrons et des trous. En particulier dans le cadre des supercapacités, là aussi le cours de Patrice Simon l'a largement développé. Là où on avait quelques millifarads ou nanofarads avec des condensateurs, avec des supercapacités, on peut atteindre plusieurs farads, des centaines de farads, et donc avoir un moyen de stockage avec de l'énergie quand même relativement importante, quelques wattheures par kilo. Là où on en a 30 wattheures par kilo pour une batterie au plomb et 150 à 200 wattheures par kilo pour une batterie au lithium, mais avec une densité de puissance qui est considérable, puisque là on dépasse les 10 kW par kilo, là où les meilleures batteries au lithium sont autour de 2 kW par kilo, et des systèmes beaucoup plus conventionnels comme des batteries au plomb ou des batteries nickel-cadmium, on est dans les centaines de watts par kilo. Autre intérêt, c'est sa très grande durée de vie, on peut faire des millions de cycles et sans maintenance. Alors là, ici, on a un exemple d'application de supercapacité, donc là, dans un poste d'une ligne de tramway, où lorsque le tramway démarre, on a des appels de puissance très importants, et finalement, lorsque on utilise le système par supercapacité, celle-ci délivre une partie de la puissance, donc ce qui permet d'appeler moins de puissance sur le réseau électrique, et puis aussi de pouvoir faire du freinage récupératif, donc l'énergie qui est envoyée par les tramways au moment du freinage et recharger directement sur les supercapacités. Donc c'est un élément qui permet aussi d'optimiser finalement les investissements de réseau que l'on a en amont. La batterie Redox Flow, alors c'est une batterie à circulation où là on découple complètement le compartiment de puissance du compartiment d'énergie. Donc sur cet exemple donné, c'est un système qui fonctionne avec du vanadium-vanadium. Donc à la positive, on est sur un couple 4+, 5+, lorsqu'on charge, 3+, 2+. Et puis, lorsqu'on veut décharger le dispositif, on inverse le fonctionnement de la batterie et on recharge finalement le système. Alors, ce qui est intéressant dans cette technologie qui a été développée par Sumitomo Electric au Japon, c'est qu'elle permet de découpler vraiment totalement la part énergie de la part puissance, puisque finalement, on n'a qu'à finalement agrandir les réservoirs pour stocker beaucoup d'énergie, alors que la puissance est ici liée à la surface de la membrane d'échange. Ce sont des systèmes qui ont été développés jusqu'à l'échelle du mégawatt. Donc ici, une installation à Tokyo qui sert en transfert d'énergie jour-nuit. Mais le problème est que tous ces systèmes à base de vanadium sont extrêmement corrosifs, abrasifs. Et donc les contraintes techniques sur la partie génie chimique sont telles que finalement les rendements énergétiques sont autour de 50%. Et donc finalement on a beaucoup de pertes thermiques à gérer, ce qui a un certain nombre de conséquences. Donc le coût est important et l'encombrement aussi. Là on est sur des systèmes qui font autour de 15 Wh par litre, 15 Wh par kilo, là où une batterie plomb fait 30 Wh par kilo et environ 90 Wh par litre, et une batterie au lithium environ 100 à 150 Wh par kilo et 200 à 300 Wh par litre. Donc c'est des systèmes extrêmement encombrants, 10 fois plus encombrants que des batteries conventionnelles. Et là où le coût du foncier est important, ce n'est pas possible. Alors, très rapidement, pour être exhaustif, les piles à combustible, donc là on est sur un système où finalement on échappe au cycle de Carnot, donc on peut atteindre des rendements de 50% en faisant finalement réagir de manière électrochimique l'hydrogène et l'oxygène, avec deux sous-produits qui sont intéressants, l'électricité et la chaleur. Alors, le problème étant que c'est que ces piles à combustible, on peut les dénombrer en 4 grandes classes. Là aussi, je ne reviens pas sur le cours qui a été donné. Le problème, essentiellement vu d'un électricien et d'un gazier, c'est qu'est-ce qu'on fait de la chaleur.
Parce qu'on pourrait très bien imaginer demain avoir à la place de votre chaudière finalement une pile à combustible avec un réformeur interne donc qui transforme le méthane en hydrogène et puis qui produit de l'électricité chez vous à bon marché. La difficulté, c'est que cette chaleur, il faut bien l'évacuer et finalement on se retrouve à devoir dimensionner les piles à combustible par rapport à vos besoins en été, c'est-à-dire où il y a très peu besoin de chaleur, et donc finalement qui sont uniquement ceux de l'eau chaude sanitaire. Ce qui fait que le développement qui avait démarré au début des années 2000 et qu'on avait cru vraiment exceptionnel, finalement est un peu retombé, notamment à cause de ceci, mais aussi des coûts très élevés, puisqu'il y a un certain nombre de catalyseurs qui sont très onéreux et qui font que l'équation économique n'a pas pu encore être atteinte. L'électrolyse de l'eau, là aussi, c'est pas nouveau, hein. L'idée est bien sûr dans des systèmes où on aurait des sources d'énergie intermittente fortement en excès. Alors, l'exemple type, c'est celui de l'Europe du Nord, où il y a énormément d'éoliens, et quand les régimes de vent ne sont pas foisonnés, il y a beaucoup de production, les réseaux électriques sont très engorgés. Alors actuellement, on turbine sur des stations de pompage en Norvège, ça passe par les réseaux allemands, hollandais et belges, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes de saturation. Et l'idée qu'ont certains, finalement, c'est d'utiliser l'électrolyse de l'eau, donc d'utiliser cette énergie en excès qui est sur les prix de marché même négatifs par moment, c'est-à-dire qu'on pourrait être payé pour acheter de l'électricité, tellement elle est abondante et non exploitée, fabriquer de l'hydrogène qui sera à ce moment-là réinjecté sur des réseaux gaziers avec donc des limitations. D'une part, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de 10%, sinon on fragilise certaines canalisations. Et puis la problématique du comportement à charge variable des électrolyseurs qui ne sont pas du tout adaptés pour finalement gérer l'intermittence. Voilà, donc j'en ai fini sur la partie un peu inventaire des technologies électrochimiques potentielles pour les réseaux électriques. Je vais passer maintenant sur plutôt l'inventaire des applications pour illustrer maintenant ce qui a été fait un peu dans le monde. Alors, ce que l'on voit sur ces technologies électrochimiques, c'est qu'elles sont nombreuses et on a un peu de mal parfois à s'y retrouver pour se dire, mais finalement, quelle application a besoin de quelle technologie et quels sont mes critères de sélection. Alors, une première approche, c'est de regarder le critère de temps, puisque finalement, les deux éléments importants dans un stockage, c'est l'énergie et la puissance. Finalement, le ratio des deux, c'est un temps. Et lorsqu'on a besoin de systèmes qui répondent très rapidement sur des temps courts, donc de l'ordre de la seconde, finalement, les supercapacités sont des systèmes très, très adaptés. Lorsqu'on est autour de la minute jusqu'à l'heure, les batteries de puissance type lithium-ion sont des compétiteurs tout à fait qui se développent fortement. Et dès qu'on dépasse l'heure de fonctionnement, finalement, les technologies sodium-soufre, voire redox flow, du plomb acide, sont de nouveau beaucoup plus compétitives. Au-delà de la dizaine d'heures, le stockage par batterie n'est plus vraiment intéressant sur les réseaux en tant que tels. Il vaut mieux à ce moment-là penser à de l'air comprimé ou utiliser les ouvrages hydrauliques qui, eux, vraiment ont des coûts d'exploitation très très bas. Alors, ces fonctions du stockage, donc on a vu ça par rapport à des durées de sollicitation. Comment on peut aussi les reclasser par rapport aux moyens de production, de transport et d'usage client que l'on a vu sur le réseau dans le premier transparent. Alors, le stockage, vu d'un producteur, il peut avoir deux intérêts. Le premier, c'est de reporter de la production à la pointe. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer un moyen de production extrêmement onéreux, finalement, je mets une batterie, je la charge avec un moyen de production qui n'est pas cher, et à la pointe du soir, finalement, je fais produire ma batterie au lieu d'une turbine à combustion qui coûterait extrêmement cher à ce moment-là. Premier cas d'application. Deuxième cas d'application, c'est je suis un producteur avec une ferme éolienne ou photovoltaïque, et mon stockage me permet de limiter la fluctuation de puissance de ma ferme et donc de garantir finalement un certain productible en puissance par rapport au dispatcher. Maintenant, si je me place sous l'angle du transporteur ou du distributeur, donc c'est-à-dire de ceux qui exploitent les ouvrages de transport et de distribution sur les réseaux, le stockage peut être un instrument qui permet de lisser la pointe sur les postes sources, donc typiquement à la pointe du soir.
lorsqu'elle devient trop importante, il y a un moment, il faut procéder à des investissements pour accroître finalement la capacité des postes. Plus de transformateurs, plus de lignes. Mettre un moyen de stockage, c'est une façon de reporter les investissements, puisque finalement, on va soulager l'ouvrage à l'heure critique et finalement augmenter le taux d'occupation des lignes de façon moyenne. Un autre avantage technique, c'est permettre du réglage de tension localement lorsqu'on a une tension qui sort des normes. Et donc finalement, avoir une source autonome comme une batterie permet de réajuster, de remonter la tension, voire de la baisser. Si on a un déséquilibre local entre l'offre et la demande, par exemple sur une ligne, on a des consommateurs et on a de l'éolien. S'il y a trop d'éolien et pas assez de consommation, on peut se retrouver avec des problématiques de tension qui remontent. Et donc là, le stockage permet de redescendre la tension et finalement d'éviter de griller un certain nombre d'appareils que vous pourriez avoir chez vous. D'un point de vue système électrique, donc là c'est un autre point de vue encore, le stockage peut servir parce qu'il va apporter de l'inertie au réglage de fréquence. Enfin, chez le client, là c'est un peu plus évident, le stockage est vu comme quelque chose qui permet soit d'améliorer la qualité de l'onde, donc par rapport à des micro-coupures notamment, voire du secours électrique lorsqu'on a vraiment un blackout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stockage par batterie n'est absolument pas rentable pour chacune de ces applications prises séparément. Ça ne fonctionne pas, la preuve d'ailleurs, il n'y en a pas. En revanche, lorsqu'on commence à combiner des fonctions et qu'on se place dans des systèmes électriques qui sont contraints, comme des systèmes iliens, on commence maintenant à avoir des cas d'application où la rentabilité économique apparaît. Alors, très rapidement, je passerai sur les critères finalement d'investissement et de fonctionnement du stockage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un stockage, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de la puissance, donc de l'électronique de puissance, qui est un coût non négligeable. Les durées de vie en cyclage sont importantes, car finalement, elles vont conditionner la durée de vie, et puis notamment les aspects rendement énergétique. Alors, j'accélère un peu parce que je suis un peu en retard. Premier cas d'application, donc, pour illustrer maintenant ce qu'on avait dit précédemment, c'est une première qu'EDF a réalisée sur l'île de la Réunion. Il s'agit en fait d'une batterie sodium-soufre qui est installée ici donc, dans un poste source au milieu des champs de canne à sucre. Et l'application est finalement de charger la nuit lorsqu'on est sur un marginal de production bon marché et de produire le soir pour soulager une turbine à combustion, donc qui est un moyen cher et fortement émissif en CO2. Cette application donc, existe déjà au Japon. Il y a environ une centaine de mégawatts qui sont installés dans l'agglomération de Tokyo et fonctionne depuis environ un an. Donc on a eu un cycle quasiment par jour avec un rendement ici global qui est d'un peu plus de 80%. Donc vous voyez ici le cycle d'usage typique où on charge de minuit jusqu'à 6 heures du matin, la batterie est en pause pendant la journée et puis le soir à partir de 18 heures on commence à produire. Ce que j'indiquais sur la consommation des auxiliaires, elle n'est pas neutre, puisque si on regarde le rendement sans les auxiliaires, on a un rendement qui est constant en fonction du facteur de charge. Donc ici, c'est le taux d'utilisation mensuel de la batterie. Et si on ne se sert pas de la batterie, les auxiliaires consomment, donc le rendement apparent baisse. Donc il faut bien être vigilant lorsqu'on installe des technologies avec des consommations d'auxiliaires importantes, de bien les utiliser de manière récurrente, parce que sinon, finalement, on se retrouve avec des rendements qui peuvent être pas terribles. Deuxième cas d'application, donc après le transfert d'énergie, c'est le lissage de l'intermittence photovoltaïque. Donc, cette intermittence que l'on peut observer ici, là, dans cette ferme de 5 MW qui est au nord du Japon, donc exploitée par Hokkaido Electric, et est associée une batterie de 1,5 MW qui est utilisée ici pour fabriquer un ruban à la place d'une courbe en cloche avec de l'intermittence. Donc on voit ici que la batterie absorbe de la puissance, l'état de charge augmente et puis lorsque la hauteur solaire décline, la batterie se met à produire pour maintenir la puissance qui est indiquée ici. Donc là, on a un dimensionnement qui est relativement généreux puisqu'on a 1,5 MW de stockage pour 5 MW de photovoltaïque et que pour une journée qui n'était pas très ensoleillée, puisqu'on n'a même pas atteint 1 MW pour une ferme de 5, on a réussi à ce moment-là à avoir une forme de production parfaitement dispatchable et donc très intéressante du point de vue du système. Lorsqu'on fait le même genre d'exercice avec l'énergie éolienne,
Là, on est toujours au Japon sur la ferme de Rokashomura. Donc c'est une ferme qui fait 51 MW et à laquelle a été adossé 34 MW de stockage par batterie sodium-soufre. Et ce dimensionnement en fait, a été voulu parce que l'exploitant, ici JWD, finalement a un contrat où il doit annoncer de la veille pour le lendemain finalement quelle va être sa production éolienne. Donc là, il a tout un dispositif de prévision éolienne. Donc il va annoncer finalement ces carrés, donc avec un pas demi-horaire. Et puis, en fonction de la production effectivement constatée, le stockage va soit absorber, soit produire pour finalement garantir la production qui a été annoncée. S'il y a des écarts par rapport à l'annonce, il y a des pénalités financières, d'où l'intérêt de mettre la batterie. Donc là, on est vraiment sur un système où on joue sur la prévision et on garantit cette ENR qui est intermittente. Alors, on peut le faire un peu différemment, et là, c'est une autre contrainte, c'est celle du gestionnaire de réseau de Hawaï, qui, lui, n'exige pas finalement une prévision et une garantie de la production à un horizon J+1 ou infrajournalier. Il demande simplement de limiter les rampes de puissance de la ferme éolienne. Donc ici, en bleu, on voit que cette puissance fluctue assez rapidement, et que grâce à une batterie, ici, donc c'est une technologie plomb qui a été développée par la société Extreme Power, ils sont capables finalement de lisser la puissance éolienne et de limiter les rampes de puissance, ce qui a un impact important puisque, vu du système électrique, c'est si finalement ce producteur a une variabilité, par exemple ici d'un peu plus de 2 MW, cela signifie que le système électrique doit toujours avoir 2 MW de disponibles quelque part pour pouvoir compenser l'intermittence. Si le producteur finalement installe un système de stockage, cela évite au système électrique finalement de provisionner ce qu'on appelle de la réserve primaire par ailleurs, et donc d'avoir des coûts de fonctionnement pour le système, alors que finalement le problème est amené par le producteur. Ici, le stockage est utilisé, donc là notamment c'est aux États-Unis, pour du report d'investissement en réseau, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc là on est vraiment dans une logique de distributeur d'électricité, où là on a un départ très long en antenne, et l'accroissement de consommation fait que la courbe de charge commençait à nécessiter à prévoir des investissements de renforcement du réseau électrique, donc à la fois les transformateurs et la ligne, et l'installation d'une batterie sodium-soufre a permis finalement d'écrêter, c'est-à-dire qu'elle a été mise en bout de ligne donc pour fournir aux clients l'énergie, et donc ça a évité finalement un investissement et donc de le reporter d'une durée de 3 ans, ce qui finalement d'un point de vue économique était rentable. Autre point important, c'est que localement, si on met en fait un moyen de stockage, ça permet aussi de garantir une certaine qualité de l'électricité, puisqu'on peut régler la tension. S'il y a une source ENR, on peut la lisser. Donc là aussi, la combinatoire est tout à fait possible avec les autres cas d'utilisation. Alors, sur ce cas, qui est l'utilisation du stockage en réglage de fréquence, c'est vraiment le cas qui, à mon sens, est vraiment le plus intéressant et qui a probablement le plus d'avenir. Il faut savoir qu'actuellement, que pour régler la fréquence, finalement, chaque producteur doit toujours avoir une partie de la puissance en réserve. Donc, par exemple, s'il a une centrale qui fait 100 MW, il y a, mettons, 10 MW qui ne sont pas produits, mais qui peuvent être libérés instantanément. Et ça a un coût. Ça a un coût pour le producteur, puisque finalement, c'est une partie de son investissement qui ne fonctionne pas. L'idée, ça c'est notamment sur la plaque New York ISO, c'est au lieu de réserver 10 MW sur une centrale, eh bien, elle va fonctionner à fond, donc vraiment produire le maximum d'électricité dont elle est capable, et demander à un système de stockage, ici par batterie lithium-ion, de fournir instantanément, dès que la fréquence baisse, de la puissance, ou si la fréquence augmente, de l'absorber. C'est vraiment tout l'intérêt de la technologie lithium-ion, c'est qu'elle est une réponse extrêmement rapide, et donc elle permet une flexibilité instantanée par rapport à des variations de fréquence. Et donc là, on commence à voir apparaître beaucoup d'installations aux États-Unis, donc de taille vraiment significative, où vous voyez qu'on a 20 MW, 5 MWh, c'est-à-dire environ un quart d'heure de temps de production. Ici, sur cet exemple, on est dans le cas de l'île de la Guadeloupe, où on a simulé, donc c'est dans le cadre d'une thèse avec l'école centrale de l'île, on a simulé un incident donc sur un système de modélisation dynamique du réseau,
Donc on perd un groupe de production, et ce que l'on voit, c'est que si on n'avait pas de stockage, le temps que les autres moyens de production remontent en régime, finalement la fréquence tombe de 50 Hz à un peu plus de 46,5 Hz, et donc on est obligé de délester le premier seuil de clients pour pouvoir établir un début d'équilibre offre-demande. Ce que l'on constate, c'est que si on installe du stockage, donc 0,5 MW, 1 MW, 1 MW et demi, ainsi de suite, on se rend compte qu'avec environ 3 MW sur l'île, et en cas d'un incident de réseau, on est capable finalement d'éviter le délestage client et finalement de rétablir la situation après dans les quelques minutes qui viennent. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation des batteries comme quelque chose qui va permettre de fiabiliser et d'apporter de la sécurité au système électrique, sachant qu'on est dans un contexte où l'énergie photovoltaïque va rentrer et elle va justement fragiliser le système puisqu'elle va enlever de l'inertie et qu'elle va amener de l'intermittence. Maintenant, lorsqu'on va sur des systèmes un peu plus dispersés, donc là c'est le cas de la ville de Ota City, donc au Japon. Donc c'est une expérimentation qui a mobilisé un peu plus de 500 habitations. Vous voyez que toutes les toitures ont été couvertes de panneaux photovoltaïques et de batteries au plomb, donc adossées à ces maisons. Ce que l'on constate, c'est que quand on a une forte concentration d'électricité photovoltaïque et que, eh bien, vous voyez donc cette production qui est ici, alors que la consommation est un peu, je dirais, en opposition finalement à la puissance photovoltaïque, ce que l'on constate, c'est que la tension du réseau de distribution, alors au Japon on est en 110 volts, c'est qu'à partir de 10 heures, la tension atteint les 108 volts, et à partir de 108 volts, il y a un certain nombre de dispositifs dans l'électronique de puissance qui s'appellent des protections de découplage, qui découplent parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine tension, et donc les panneaux ne produisent plus. Donc c'est quand même dommage, puisque le recouplage intervient quand même quelques heures plus tard, lorsque la tension redescend, parce qu'effectivement, on a un début de redémarrage de la consommation, et donc on a un équilibre qui se rétablit. Donc ce que l'on voit, c'est que le stockage est là utilisé pour finalement prendre une partie de l'énergie photovoltaïque, limiter l'élévation de la tension, et donc finalement permettre l'écoulement de la puissance sur le réseau. Alors, certains pourront dire, oui, mais on n'est pas obligé de faire ça par des batteries. Hein. L'utilisation, le pilotage de charge, ce qu'on appelle un peu maintenant les smart grids, est une façon aussi de le faire, avec par exemple le déplacement de la consommation des produits blancs, donc la machine à laver typiquement, sur des heures où il y aurait de la puissance photovoltaïque, serait une façon de répondre à cette problématique. Là, c'est un cas qui est un peu similaire, que l'on retrouve à la Guadeloupe dans le cadre d'une expérimentation donc avec Saft et Ténésol, où l'énergie ne peut pas être reprise sur le réseau et est toujours descendante depuis les panneaux sur le réseau à travers ou pas la batterie. Et donc là, la batterie finalement est utilisée, donc là on a la puissance photovoltaïque, la batterie charge le matin et refournit en fin de journée lors de la pointe, ce qui permet finalement d'accroître le taux d'autoconsommation des clients par rapport à la puissance qui est délivrée par leur toiture. Voilà, donc j'en ai terminé sur l'inventaire des applications du stockage. Je vais donner quelques éléments économiques avant de terminer l'exposé. Alors, lorsqu'on regarde l'aspect économique, lorsque je l'ai indiqué, le stockage finalement c'est de l'énergie et c'est aussi de la puissance. Alors c'est de l'énergie parce que vous avez des batteries, donc il y a un coût d'investissement qu'il faut ramener finalement c'est des euros ou des dollars par kilowattheure, sans oublier le rendement, hein, puisqu'il y a toujours une perte lorsqu'on rentre et on sort de l'énergie d'une batterie. Et puis c'est aussi de la puissance, puisqu'il y a un coût d'électronique de puissance qui est non négligeable. Ce que l'on voit ici, c'est que les steps, donc le turbinage de l'eau, est le moyen, je dirais, roi pour pouvoir effectivement stocker, puisqu'on est autour de 1500 € le kilowatt installé, alors que avec des batteries, on est quand même sur des prix beaucoup plus importants et une énergie restituée qui est inférieure à 100 € du mégawattheure avec de l'hydraulique, alors qu'on est à 100, 200, 300, voire 1000 € du kilowattheure avec d'autres technologies. Toutefois, ce que l'on constate, c'est que cette figure, elle est de 2005, c'est que les batteries lithium-ion progressent et que les coûts diminuent. Et ce qu'on voit, c'est que le seuil des 1000 $ par kilowatt
est quasiment atteint et que donc on commence à avoir des cas d'application économiquement rentables, notamment sur la partie réglage de fréquence aux États-Unis. Alors, la baisse des coûts des batteries lithium-ion, elle est importante parce que c'est elle qui va faire que les applications de réseau se développeront ou pas. Et cette baisse, elle est annoncée, en fait, puisque actuellement, les batteries coûtent environ, à l'échelle du système, entre 500, 600, 700 euros du kilowattheure. Et certaines projections indiquent que le prix des batteries lithium-ion vont tomber autour de 250 euros du kilowattheure. Donc une division par deux pratiquement du prix. Le driver principal étant le transport électrique, le véhicule électrique, les véhicules hybrides qui développent finalement cette technologie. Et les constructeurs de batteries développent toujours à la fois le volet véhicule et le volet stationnaire, donc réseau, sachant qu'il y a une mutualisation très très forte puisque toute la partie matériaux, développement des films, mise en cellule est commun et que la différenciation se fait uniquement à la fin, soit pour faire des packs de véhicules électriques ou des packs de stockage, comme on a vu, qui sont mis dans des compartiments qui ressemblent, ce sont des containers ISO d'une vingtaine ou d'une trentaine de pieds. Donc là, une baisse des coûts qui va être notable d'ici une dizaine d'années et donc qui va ouvrir des perspectives de marché. Enfin, pour terminer, un autre élément de baisse des coûts potentiel, c'est ce qu'on appelle la seconde vie ou le reuse, à savoir que les batteries qui vont être fabriquées pour la traction électrique ne seront exploitées qu'environ sur 80% de leur capacité. C'est-à-dire que si vous achetez une batterie qui fait 100, lorsqu'elle ne fait plus que 80, elle est jugée comme étant plus vraiment utilisable pour des applications de transport électrique. Ce n'est pas pour autant qu'elle est bonne à rien. Et l'idée, ça serait de pouvoir la réutiliser, finalement, de la sortir du véhicule, de la reconditionner dans des containers, alors avec des caractéristiques techniques à définir, des valeurs de reprise aussi à définir. Eh bien, je vais finir. Et donc, qui permettrait donc, de poursuivre finalement la durée de vie. Donc, c'est toujours la même chose, on est lâché par les batteries. Et donc, qui permettrait finalement de prolonger finalement l'exploitation des batteries, donc de 100% à 80% de l'énergie installée dans des véhicules électriques, et puis de 80% à 50%, voire en dessous, dans des applications de transport. Et là, donc, avec des coûts extrêmement compétitifs et donc des usages qui pourraient se développer de manière massive. Voilà, j'avais fini mon exposé. Je vous remercie de votre attention.